devant tout son escadron, mon frère Jax m'a fourré un billet de 50 € froissé dans la main. Pour l'essence, Trina, a-t-il dit, d'une voix assez forte pour que tout le monde entende. Je sais que le salaire en informatique ne va pas très loin. Ma main s'est crispée sur le papier, les bords rugueux s'enfonçant dans ma paume, alors que je restais là, en silence. Mais il ne savait pas. Ma signature sur un document classifié, la nuit dernière à peine, était la seule raison pour laquelle son avion pouvait voler en toute sécurité aujourd'hui. Je m'appelle Trina York, et à 39 ans, j'ai appris que certains mondes ne sont pas censés se croiser. Ce soir-là, je me trouvais dans un univers auquel je n'appartenais pas. Le club des officiers de la base aérienne d'Andrew avait toujours la même odeur. Un mélange capiteux de vieux cuir, provenant des fauteuils à oreilles, de Bourbon hors d'âge, et des rires éclatants, pleins d'assurance, d'hommes qui croyaient posséder le ciel. C'était un monde de chaînes polies, de cuivres étincelants, et d'uniformes de classe à bleu marine, ornés d'ailes en argent. C'était le monde de mon frère, et je n'y étais qu'une visiteuse. Une anomalie, vêtue d'une simple robe bleu marine, qui se sentait à des années-lumière des uniformes décorés qui m'entouraient. Je me tenais près d'une haute fenêtre, observant les lumières de la piste clignoter dans le crépuscule. Une observatrice silencieuse, à la lisière de leur univers. Une voix a percé le brouhaha, tranchante et autoritaire. Trina, par ici. C'était mon frère, le commandant Jax York, le centre de gravité de toute pièce dans laquelle il entrait. Il tenait sa cour près du bar, affichant fièrement son arrogance de pilote de F-22. Il m'a fait signe d'un geste théâtral, et un chemin s'est ouvert devant moi, comme par décret royal. J'ai senti des dizaines de paires d'yeux se poser sur moi, curieux et dédaigneux. J'ai marché vers lui, mes talons sans cesse s'enfonçant dans l'épaisse moquette. Chaque pas était une concession faite à contre-cœur. Il a jeté un bras sur mes épaules. Ce n'était pas une étreinte. C'était un acte de possession, une revendication désinvolte. Les gars, voici ma grande sœur, Trina, a-t-il annoncé à son escadron. Puis, il s'est penché, murmurant d'une voix de théâtre destinée à être entendue de tous, c'est le cerveau de la famille, elle fait tous ces trucs d'informatique. Quelques-uns de ses amis ont gloussé, un son grave et entendu. Puis, c'est arrivé. Jax a plongé la main dans la poche de son pantalon parfaitement repassé, et en a sorti un billet de 50 € froissé. Il l'a pressé dans ma paume, refermant mes doigts dessus. Pour l'essence, Trina, a-t-il répété, son sourire un peu trop large, un peu trop condescendant. Je sais que le salaire en informatique ne va pas très loin en Virginie du Nord. Ma main s'est refermée sur le billet. Le papier était rêche, usé, ses plis s'enfonçant dans ma peau comme de minuscules rasoirs. Je sentais la chaleur monter à mes joues, une vague d'humiliation. J'ai regardé au-delà de Jax, observant les visages de ses amis. Ils ne riaient pas aux éclats. C'était pire. C'était une collection de petits sourires en coin, de regards compatissants, échangés au-dessus des rebords de leurs verres. Ils me voyaient exactement comme ils voulaient qu'ils me voient, la sœur aînée pauvre et en difficulté, la vieille fille rat de bibliothèque vivant des miettes d'un emploi gouvernemental subalterne, un cas social à la propre fête de son frère. Ma gorge était nouée, pleine de mots non dits. J'avais envie de crier. Je voulais lui jeter cet argent au visage. Je voulais leur dire à tous ce que je faisais vraiment. Mais mon serment, celui que j'avais prêté la main sur la Bible, ne concernait pas seulement la Constitution. C'était un serment de secret. Un silence qui, à cet instant, ressemblait à une cage. Alors, j'ai simplement hoché la tête. Un seul petit mouvement. C'était tout ce dont j'étais capable. Mon mutisme était mon bouclier, mais il était aussi leur confirmation. Pour eux, c'était un acquiescement, l'aveu de ma place inférieure dans la hiérarchie de la famille York. Mon père, le colonel à la retraite Richard York, se tenait à quelques pas, sirotant un verre de scotch. Il a croisé mon regard, et, l'espace d'une seconde fugace, je n'ai pas vu de soutien, mais une lueur de quelque chose qui ressemblait à de la gêne. Il a fait un léger signe de tête, presque imperceptible, comme pour dire, prends-le simplement, Trina. Ne fais pas de scène. Puis, il est retourné à sa conversation, me rejetant, balayant mon humiliation et mon existence d'un seul mouvement fluide. Le message était clair. J'étais une pensée après coup. Juste à ce moment-là, j'ai senti une légère vibration insistante dans ma pochette, mon téléavertisseur sécurisé. J'ai glissé ma main à l'intérieur, mes doigts trouvant le petit appareil. L'écran brillait,
affichant une seule ligne de texte crypté, blackout sécurisé. Actif récupéré. Bon travail, général. L'air dans mes poumons s'est transformé en glace. Un souvenir vif et tranchant a fendu le bruit ambiant et la honte. Ce n'était pas un souvenir lointain. Il datait d'il y a 12 heures. J'étais dans un CIF, une installation d'information sensible et compartimentée. Une boîte stérile, sans fenêtre, enterrée profondément sous terre. La seule lumière provenait de la lueur bleue et froide d'une douzaine d'écrans. L'air sentait l'ozone et le café rassis. Je me tenais au-dessus d'une carte tactique, mon équipe m'observant, attendant la décision finale. La vie d'un agent capturé de la CIA était en jeu, et avec lui, les renseignements qu'il détenait, les détails d'une attaque imminente de missiles solaires sur cette base même, à Andrew. C'était ma décision, mon choix à moi seul, un pari déchirant à haut risque, basé sur des données fragmentées et une compréhension profonde de la doctrine cybernétique de notre ennemi. J'ai donné l'ordre, un seul mot qui a déclenché une tempête numérique à l'autre bout du monde, neutralisant la menace, et créant la fenêtre de tir pour l'équipe d'extraction. Bon travail, général. Ces mots sur le petit écran formaient un contraste brutal et saisissant avec la scène devant moi. Les hommes dans cette pièce, qui riaient et buvaient, devaient la vie à ces trucs d'informatique que je faisais. Mon frère Jax, le héros célébré, était en vie pour recevoir sa récompense ce soir parce que sa sœur, le cas social, une générale de brigade dont il ignorait jusqu'à l'existence, avait passé la nuit à fixer les abysses pour le garder en sécurité. J'ai baissé les yeux sur le billet froissé dans ma main. Il m'a soudain semblé incroyablement lourd, un jeton profane pour les vies que j'avais protégées. C'était le prix de leur ignorance, le coût de mon silence. Et alors que je me tenais là, invisible au grand jour, j'ai senti quelque chose basculer en moi. L'humiliation était toujours là, mais en dessous, une nouvelle couche se formait, dure, froide, résolue. Ce bout de papier, cette insulte, ce n'était pas la première. Ce n'était que la cicatrice la plus récente sur une très vieille carte. L'argent dans ma pochette ressemblait moins à du papier qu'à une pierre. Mes derniers mots du chapitre précédent, prononcés seulement dans mon esprit, résonnaient alors que je m'éloignais du bar. Cette insulte, ce n'était pas la première, ce n'était que la nouvelle cicatrice sur une très vieille carte. Je me suis dirigé vers l'auditorium principal, mon chemin m'emmenant dans un long couloir tranquille, bordé de portraits. Le mur d'honneur. Des photographies en noir et blanc de commandants au visage sévère, leurs yeux semblants me suivre, leurs poitrines alourdies par des médailles gagnées dans des guerres que je n'avais lues que dans les livres d'histoire. Chaque visage était un témoignage d'un certain type de bravoure, un courage bruyant et visible. Mon genre de courage était muet, enfoui sous des couches de classification. Je me suis arrêté devant le portrait d'un général de la Seconde Guerre mondiale, le regard lointain. Le verre poli reflétait mon propre visage, et pendant un instant, je n'étais plus une femme de 39 ans, mais une jeune fille de 15 ans, debout dans le salon chaleureux, parfumé au pain, de notre maison à Alexandria, le matin de Noël. C'était la première coupure profonde sur la carte. L'air était rempli du parfum des biscuits au gingembre de maman, et du crépitement de la cheminée. Jax, qui avait 12 ans à l'époque, a poussé un cri de joie en arrachant le papier cadeau d'une énorme boîte. À l'intérieur se trouvait un modèle réduit en métal, méticuleusement détaillé, d'un F-15 Eagle, le même jet que pilotait mon père. C'était un article de collection coûteux, presque de qualité professionnelle. Papa s'est agenouillé à côté de lui, le visage rayonnant d'une fierté que j'avais rarement vu diriger vers moi. Ça, c'est un vrai avion de guerrier, mon fils, avait-il dit, en ébouriffant les cheveux de Jax. Mon tour est venu ensuite. Je venais de remporter l'expo Sciences de l'État de Virginie pour un programme que j'avais écrit, un algorithme de cryptage rudimentaire. Mon cadeau était un roman d'amour de poche, sa couverture présentant un homme musclé aux cheveux longs. Ma mère, Eleanor, a souri et m'a tapoté la tête. « Vis un peu, Trina », m'avait-elle conseillé doucement. « Ne passe pas tes journées à fixer un écran. » J'avais regardé mon père, espérant un mot de félicitation pour mon accomplissement. Au lieu de cela, ses yeux contenaient une déception familière et résignée. Il voulait 2 fils, 2 pilotes. Il en avait un, et une fille qu'il considérait comme un étrange puzzle intellectuel, qu'il n'avait aucun intérêt à résoudre. C'est ce jour-là que j'ai compris que mon monde de logique et de code ne serait jamais aussi précieux que le monde de vitesse et de gloire de Jax. La blessure était petite, mais elle a tracé la voie pour toutes les autres. 2 officiers sont passés près de moi, leur conversation me tirant de mes souvenirs.
J'ai continué dans le couloir, le poids dans ma pochette semblant s'alourdir. La cicatrice la plus récente ne datait pas d'il y a 20 ans. Elle datait d'il y a un mois. C'était un dimanche soir, une tradition dans la famille York. Ma mère avait préparé son célèbre poulet rôti, mais il était sec et sans saveur, un reflet parfait de l'atmosphère tendue autour de la table à manger. Le sujet de conversation était la maison, le toit en ardoise historique de notre demeure familiale, dans le vieux quartier d'Alexandria, nécessitait une rénovation complète, un projet qui coûterait plus de 100 000 €. Jax, toujours l'homme d'action, avait exposé une série de stratagèmes d'investissement compliqués et à haut risque qu'il poursuivait. Il parlait d'actions et de projets avec une assurance qui dépassait de loin ses connaissances réelles. Puis, tous les yeux se sont tournés vers moi. C'est mon père qui a posé la question, d'une voix plate, dépourvue de véritable attente, « Et toi, Trina, quelle est ta contribution ?» La question n'était pas une véritable demande. C'était un test, un défi auquel j'étais censé échouer. J'ai pris calmement une gorgée d'eau, posé le verre, et je l'ai regardé dans les yeux. « Je peux virer la totalité de la somme demain matin, » ai-je dit, d'une voix égale. Un silence épais et suffocant est tombé sur la table. Jax a lâché un petit rire incrédule. Les mains de ma mère ont palpité nerveusement, mais c'est la réaction de mon père qui a creusé la plaie. Il a lentement posé son couteau et sa fourchette sur son assiette. Le bruit du métal sur la porcelaine a résonné, anormalement fort. Il m'a dévisagé, le visage figé dans un masque de froide désapprobation. « Trina » a-t-il dit, la voix dangereusement basse. Je croyais que nous avions déjà parlé de ça, de l'héritage de cette famille. Cette maison a été bâtie avec honneur, avec de la sueur et des sacrifices sur le champ de bataille, et non avec les fonds ambigus de quelque obscur contrat technologique. Fonds ambigus. Contrat technologique. Il faisait sonner ma carrière, l'œuvre de ma vie, comme quelque chose de sale, d'illicite, comme si les primes que je recevais pour des déploiements à haut risque à l'étranger ne valaient pas mieux que l'argent du sang. Il n'avait pas fini. Nous n'avons pas besoin de ta pitié, et nous n'utiliserons certainement pas ton argent pour garder un toit au-dessus de nos têtes. Les mots sont restés suspendus dans l'air, plus brutaux qu'un coup physique. Il n'avait pas seulement rejeté mon aide. Il m'avait rejeté. Il avait craché sur ma réussite, délégitimé mes sacrifices, et jugé ma contribution sans valeur. Tout cela parce qu'elle n'était pas accompagnée d'une combinaison de vol et d'un indicatif d'appel. Ma mère a rapidement essayé de changer de sujet, parlant de la météo, mais le mal était fait. Quelque chose de fondamental en moi s'était brisé. J'ai cligné des yeux, et le visage du militaire sur le portrait est redevenu net. J'étais de retour dans le couloir d'Andrew, les sons étouffés de la réception filtrant jusqu'à moi. À West Point, on nous avait enseigné le devoir tacite, l'idée que le plus grand service est souvent celui qui passe inaperçu. Pendant des années, j'avais tenu cette idée comme un bouclier, une justification à la solitude et au manque de compréhension de ma propre famille. Mais, debout ici, avec la brûlure encore fraîche des paroles de mon père, et le souvenir de l'affront de mon frère, j'ai réalisé la faille dans cette logique. Le devoir du silence consistait à servir son pays sans attendre ses louanges. Il ne consistait pas à laisser sa propre famille vous effacer. J'ai regardé au bout du couloir, observant les rangées et les rangées d'hommes qui avaient mené leur bataille au grand jour. Mais qu'en est-il d'une guerre menée dans l'ombre, sans éclat? Que faites-vous quand le combat n'est pas contre un ennemi étranger, mais contre le mépris silencieux des personnes censées vous aimer le plus? Vous rendez-vous à leur version des faits? Ou trouvez-vous une nouvelle façon de lutter? La question que je m'étais posée flottait toujours dans l'air, un défi muet. Te rends-tu, ou trouves-tu une nouvelle façon de te battre? La capitulation ne faisait pas partie de mon vocabulaire. Ce n'était pas dans ma formation. Mais ce soir, se battre ne signifiait pas chercher la confrontation. Cela signifiait se fortifier. Avant de pouvoir affronter l'événement principal, le couronnement de mon frère, j'avais besoin de me retirer dans mon propre centre de commandement. Je me suis excusé de la périphérie de la foule, murmurant un discret « Pardonnez-moi », alors que je me frayais un chemin à travers des groupes d'officiers en uniforme. Ma destination n'était ni le bar, ni une table vide. C'était une petite alcôve tranquille près des toilettes pour femmes, un espace oublié avec sa moquette institutionnelle et ses murs beige terne. Le seul son était le bourdonnement sourd et constant du système de ventilation du bâtiment, un bruit blanc qui aidait à noyer les rires lointains et le tintement des verres. Ici, dans ce coin anonyme, j'étais invisible. Et, pour quelques instants cruciaux, c'était exactement ce dont j'avais besoin.
J'ai sorti de ma pochette mon smartphone sécurisé fourni par le gouvernement. L'écran s'est allumé, affichant une cascade de notifications classifiées et de mails cryptés, le rythme constant et exigeant de ma vraie vie. Je les ai tous ignorés. D'un pouce exercé, j'ai balayé le brouhaha numérique de ma profession, et j'ai tapé sur une petite icône sans prétention, une simple application de notes. Tout en haut était épinglée une note intitulée « Arène ». Le texte à l'intérieur n'était pas une directive militaire ou un message codé. C'était un passage que j'avais mémorisé des années auparavant, une prière laïque qui était devenue la pierre angulaire de ma résilience. Les mots provenaient d'un discours prononcé par Theodore Roosevelt à Paris en 1910. Je les avais lus pour la première fois en tant que cadette à l'Académie de l'armée de l'air, et ils avaient résonné avec une force qui avait façonné l'officier que j'allais devenir. Je les lisais maintenant, mes lèvres bougeant en silence, la cadence familière agissant comme un baume sur mes nerfs à vif. Ce n'est pas le critique qui compte, ni l'homme qui pointe du doigt comment l'homme fort trébuche, ou comment celui qui agit aurait pu faire mieux. Les visages de ma famille ont défilé dans mon esprit, mon père avec ses yeux froids et dédaigneux, mon frère avec sa pitié théâtrale, ma mère avec ses inquiétudes bien intentionnées mais mal orientées. Eux, c'étaient les critiques. Ils étaient assis dans les gradins confortables et bien éclairés de la vie, portant des jugements sur un match qu'ils refusaient de comprendre. Ils pointaient mes soi-disant trébuchements, mon incapacité à me conformer à leur définition du succès, de la féminité, d'un New York accompli. Mes yeux ont parcouru les lignes suivantes, les mots formant une armure autour de mon cœur. L'honneur appartient à l'homme qui est véritablement dans l'arène, dont le visage est couvert de poussière, de sueur et de sang, qui se bat vaillamment, qui se trompe, qui échoue encore et encore, car il n'y a pas d'effort sans erreur ni échec. C'était ma vérité. L'arène, pour moi, ce n'était pas un champ de bataille fait de boue et d'acier. C'était le froid stérile d'un sif, la pression implacable d'une guerre numérique menée en microsecondes. C'était la poussière du manque de sommeil après un quart de travail de 36 heures, la sueur d'une décision à haut risque qui pouvait signifier la vie ou la mort pour des personnes que je ne rencontrerais jamais. C'était l'hémorragie interne silencieuse, causée par les coupures constantes de la désapprobation des miens. Je m'étais trompé, j'avais échoué à leurs yeux, encore et encore. Mais c'était parce que je luttais. J'étais dans l'action, pendant qu'ils se contentaient de regarder depuis la touche. Les derniers mots du passage se sont posés sur moi, comme un manteau d'une paix profonde et rebelle. Mais qui s'efforce réellement d'accomplir les actes? Qui connaît les grands enthousiasmes, les grands dévouements? Qui se consume pour une noble cause? Qui, dans le meilleur des cas, connaît à la fin le triomphe d'une grande réussite? Et qui, dans le pire des cas, s'il échoue? Échoue au moins en ayant osé de grandes choses, de sorte que sa place ne sera jamais avec ces âmes froides et timides qui ne connaissent ni la victoire ni la défaite. Âmes froides et timides. C'était cela. C'étaient eux. Ils étaient en sécurité dans leur monde de certitudes manichéennes, de médailles tangibles et de gloire visible. Ils avaient peur de ce qu'ils ne pouvaient pas voir, ne pouvaient pas mesurer, ne pouvaient pas vanter lors d'un cocktail. Leur mépris pour mon travail ne me concernait pas. Cela concernait leur propre peur. Ils ne connaissaient ni la victoire ni la défaite dans l'arène que j'habitais. Ils savaient seulement comment critiquer le combattant. J'ai pris une grande inspiration. J'ai rempli mes poumons et, en expirant, j'ai relâché la brûlure de leur jugement. Leurs opinions n'étaient que du bruit. Le billet de 50 € dans mon sac n'était que du papier. La douleur que je ressentais n'était pas un signe de ma faiblesse, mais le prix de mon courage. C'était le coup d'avoir osé de grandes choses. J'ai verrouillé mon téléphone, et je l'ai glissé à nouveau dans ma pochette. Je me suis redressé, ma posture passant de celle d'une invitée à celle d'une dirigeante. J'ai lissé ma robe, un acte silencieux pour me réarmer, et j'ai levé le menton. Mes yeux étaient clairs. La fille lasse et blessée avait été congédiée. À sa place se tenait la générale de brigade Trina York, de l'armée de l'air des États-Unis. J'étais un soldat, et je retournais au front. La bataille n'était pas terminée. Elle ne faisait que commencer. Revenir dans l'auditorium principal m'a fait un effet différent. La force tranquille que j'avais invoquée dans le couloir s'est installée sur moi, une paix fragile mais déterminée. Ma mission, maintenant, était simple. Supporter la soirée, applaudir quand on l'attendait de moi, et me fondre dans le décor. Mais, alors que mes yeux parcouraient la foule, ils se sont arrêtés sur une silhouette près de la scène. Un homme qui représentait un autre type de devoir, une autre définition de l'honneur. Le général Everett S. Sterling.
Il était une légende vivante de l'armée de l'air, un général 4 étoiles qui commandait l'agence de renseignement, de surveillance et de reconnaissance, ISR. Il était plongé dans une conversation avec un sénateur. Mais, quand il m'a vu, son expression s'est adoucie. Il a fait un léger hochement de tête, presque imperceptible, puis un signe subtil de la main, m'invitant à le rejoindre. Ce n'était pas la convocation d'un supérieur, mais l'invitation d'un mentor, d'un ami. J'ai marché vers lui, mon corps se redressant instinctivement, les années d'entraînement reprenant le dessus. Je me sentais à nouveau comme une jeune lieutenante, se présentant à son commandant. Général Sterling, sénateur, ai-je dit, d'une voix posée. Le sénateur a souri poliment, mais c'est le général Sterling qui m'a accordé toute son attention. Il a ignoré le politicien et a tendu la main. Sa poignée était ferme, confiante, et transmettait une chaleur qui allait bien au-delà de la courtoisie professionnelle. « Trina » a-t-il dit, sa voix résonnant comme un grondement sourd qui fendait l'agitation ambiante. « Je viens juste de terminer le rapport d'opération sur Black Hawk ce matin. Un travail incroyable. » Il s'est légèrement penché en avant, ses yeux, qui avaient vu l'ascension et la chute de nations, remplis d'une fierté sincère et sans mélange. « Le Pentagone vous doit une dette de gratitude, général. » Il m'avait appelé par mon grade, mais son ton était personnel. Puis, il a changé, devenant encore plus amical. « Transportez-vous toujours ce vieil exemplaire usé des pensées de Marc Aurèle » a-t-il demandé, un petit sourire jouant sur ses lèvres. J'ai toujours pensé que la philosophie stoïcienne était pratiquement une lecture obligatoire pour notre domaine de travail. L'espace d'un instant vertigineux, le fardeau sur mes épaules s'est envolé. Il me voyait. Il ne voyait pas seulement l'uniforme que je ne portais pas ce soir, ou le rang que je détenais en secret. Il voyait la personne en dessous, l'intellectuelle discrète, l'étudiante en philosophie, la femme qui trouvait du réconfort dans les mots d'un empereur romain. Il voyait tout de moi. Une vague de gratitude m'a envahi, si puissante qu'elle m'a presque tiré des larmes. C'était la validation dont j'avais soif depuis toujours. Venant non pas de mon propre sang, mais d'un homme qui dirigeait des légions. Si seulement il pouvait me voir ainsi, a murmuré une voix dans mon cœur. Si seulement il savait. Le moment a volé en éclats. Trina. La voix de Jax était tranchante, impatiente, déchirant la bulle chaleureuse de notre conversation. Il est apparu à mes côtés, se déplaçant avec une hâte arrogante, sans même saluer le sénateur. Il a posé un bras lourd sur mes épaules, un geste possessif et dédaigneux. « Ne dérange pas le général, Serette » a-t-il lancé, son ton étant un mélange condescendant de familiarité et d'autorité. Il a fait au général Sterling un signe de tête sec et désinvolte, un geste tellement irrespectueux envers un 4 étoiles que c'en était presque comique. « Allez, viens t'asseoir avec la famille. Maman te garde une place. » Il a commencé à m'entraîner, sa poigne ferme, comme si j'étais un bagage qu'il venait récupérer. L'humiliation a été instantanée et absolue. Ce n'était pas seulement sa grossièreté. C'était la déclaration publique que ma discussion, ma présence aux côtés d'un homme d'une telle stature, n'était qu'une nuisance, une diversion insignifiante par rapport à mon véritable but, être une spectatrice effacée dans son tableau de famille. Il traitait une générale de brigade comme un enfant gênant, devant son propre supérieur. J'ai risqué un coup d'œil en arrière. Le sourire poli du général Sterling avait disparu. Son visage était placide, mais ses yeux ressemblaient à des éclats de glace. Il ne me regardait pas. Son regard était fixé, concentré comme un laser sur mon frère. C'était une expression que je connaissais bien. C'était le regard d'un commandant évaluant une situation tactique, identifiant un point de faiblesse, une faille dans le système. C'était froid, analytique, et totalement dépourvu de chaleur. À ce moment précis, il ne voyait pas Jax comme un pilote célèbre, mais comme un problème, un obstacle. Jax, inconscient, a continué à me diriger vers les premiers rangs où les nôtres étaient assis. « Franchement, Trina » a-t-il marmonné assez fort pour que je l'entende. « Tu ne peux pas simplement aller parler à des hommes comme ça. Ça fait mauvais genre. » Je n'ai pas répondu. Je ne le pouvais pas. Ma gorge était scellée par une nouvelle vague d'indignation. Il me faisait la leçon sur le décorum, sur les apparences, totalement ignorant de l'univers d'ironie dans lequel il baignait. Il m'a conduite à une chaise vide entre ma mère et mon père. Maman m'a tapoté la main. « Te voilà, chérie. » Nous étions inquiets. Mon père a simplement grogné,
les yeux fixés sur la scène, déjà perdu dans l'anticipation de la gloire de son fils. Je me suis assise, le corps rigide. La chaleur des éloges du général Sterling n'était plus qu'un souvenir lointain qui s'effaçait, remplacé par le froid amer et familier d'être incomprise. Le pire, c'était la douleur aiguë et poignante de cet instant volé. Pendant 30 secondes, je m'étais senti comme une personne entière. Maintenant, je n'étais qu'une sœur, une fille, un bouche-trou sur une chaise, attendant que le vrai spectacle commence. Je restais assise, raide à ma place, un sourire poli et vide plaqué sur le visage, alors que le maître de cérémonie montait sur l'estrade pour présenter le prochain orateur, mon frère. La pièce bourdonnait d'anticipation. Ma mère, à côté de moi, lissait nerveusement un pli inexistant sur sa robe, sa fierté presque palpable. Mon père, de l'autre côté, se tenait droit comme un piquet, l'image même d'un patriarche sur le point d'assister à la consécration de sa lignée. Je me sentais comme un fantôme au banquet, physiquement présente, mais émotionnellement à des millions de kilomètres. Le présentateur a commencé à énumérer les accomplissements de Jax. L'un des meilleurs diplômés de l'Académie de l'armée de l'air, décoré pour son service lors de multiples déploiements outre-mer, un véritable héros américain. Les mots se sont fondus en un bourdonnement sourd, tandis que mon esprit, cherchant refuge, m'attirait en arrière. Pas très loin. Il y a juste un mois. Le souvenir était si vif qu'il semblait plus réel que le siège inconfortable sur lequel j'étais installé. C'était un dimanche soir, dans notre maison d'Alexandria. L'air de la salle à manger était lourd du parfum du poulet rôti au romarin, et de la tarte aux pommes à la cannelle, un arôme écœurant de bonheur domestique forcé. La comédie d'une réunion heureuse. La vraie raison de ce dîner était la toiture. Les tuiles en ardoise de notre demeure ancestrale, bâtisse qui appartenait au York depuis des générations, tombaient en ruine. L'estimation des réparations atteignait la somme vertigineuse de 100 000 euros. Mon père avait annoncé la nouvelle avec la gravité d'un homme déclarant la guerre. Mon frère Jax, toujours prompt à faire le spectacle, s'était lancé dans un monologue sur son portefeuille, ses aventures dans les startups technologiques et l'immobilier. Que des projets à haut risque et à haut rendement, qui ressemblaient plus à un fantasme qu'à un plan financier solide. Il parlait avec bravoure, se dépeignant comme un entrepreneur anticonformiste, un pilote qui domptait les marchés aussi facilement qu'il domptait les cieux. Quand il a terminé, un lourd silence est tombé. Puis, le regard de mon père a glissé vers moi. C'était un regard que je connaissais trop bien. Celui de quelqu'un qui pose une question dont il pense déjà connaître la réponse. « Et toi, Trina ?» a-t-il demandé, d'un ton soigneusement neutre. « Que peux-tu apporter ?» La question était une formalité, un piège. Il s'attendait à ce que je dise que je pourrais peut-être aider avec quelques milliers, que mon petit boulot derrière un écran ne pourrait jamais couvrir une dépense aussi monumentale. Il s'attendait à ce que je me fasse petite, pour que Jax puisse paraître immense. J'ai pris une gorgée lente et délibérée de mon thé glacé. J'ai croisé le regard de mon père par-dessus la table en acajou poli. Je peux virer la totalité de la somme demain matin, ai-je lâché. Ma voix n'a pas tremblé. C'était une simple déclaration de fait. La réaction a été immédiate et viscérale. Ma mère a haleté doucement. Jax a poussé un éclat de rire, un son de pure et totale incrédulité. Il m'a regardé comme si je venais d'annoncer que je m'envolais pour la lune. Mais c'est l'attitude de mon père qui a arrêté mon cœur. Il n'a pas haussé le ton. Il a fait bien pire. Il a posé lentement, délibérément, sa fourchette et son couteau sur son assiette, le tintement net de l'argent sur la porcelaine résonnant dans le silence soudain. Il a croisé les mains sur la table, et s'est penché légèrement en avant. Lorsqu'il a parlé, sa voix était dépouillée de toute chaleur, aussi glaciale et dure que le granit. Trina. Il a prononcé mon prénom comme si c'était un mot étranger qu'il goûtait avec dégoût. Je croyais que nous avions un accord dans cette famille. L'héritage des York. Cette maison a été construite avec honneur. Elle a été payée avec la sueur des hommes qui se sont battus pour ce pays, avec le sang versé sur le champ de bataille. Il a fait une pause, laissant le poids de ses mots s'écraser sur moi. Il m'a fixé, les yeux remplis non pas de colère, mais d'un dédain profond et inébranlable. Elle n'a pas été construite avec les fonds ambigus de quelque obscur contrat technologique. Nous n'avons pas besoin de ta pitié, Trina, et nous n'utiliserons très certainement pas ton argent pour garder un toit au-dessus de nos têtes. Ton argent. Il a craché ces mots comme s'ils étaient empoisonnés. Il avait balayé le travail de toute ma vie, ma carrière,
les déploiements dangereux, et les immenses responsabilités, comme s'il ne s'agissait de rien de plus qu'une série de magouilles douteuses. Mon succès n'était pas un motif de fierté. C'était quelque chose de suspect, dénué de gloire, parce qu'il n'avait pas été conquis dans un cockpit. La maxime que ma mère citait toujours de la Bible, « La vérité vous affranchira », sonnait comme une blague amère. Ma vérité était traitée comme un vulgaire mensonge. Le silence qui a suivi a été rompu par ma mère, qui s'est empressée de parler de la vente de gâteaux de l'église, mais il était trop tard. Le mal était fait. Le dernier fil fragile d'espoir, celui qu'un jour je pourrais gagner le respect de mon père, avait été sectionné. À ses yeux, je ne serais jamais assez bien, parce que je n'étais pas un fils, et que je n'étais pas pilote. Ma valeur, et celle de mon travail, avaient été déclarées nulles. Une salve d'applaudissements, soudaine et assourdissante, m'a ramené au présent. Sur scène, Jacques souriait, saluait de la main, se baignant dans l'adoration de la foule. Il remerciait mon père de lui avoir enseigné le sens du véritable honneur. Je l'ai regardé, puis j'ai regardé mon père, qui rayonnait maintenant, le torse bombé. La scène de la table à manger repassait dans mon esprit, en boucle, brutale et inarrêtable. Et à ce moment-là, assis entre les deux hommes qui me définissaient par mon absence de ce qu'ils valorisaient, j'ai su que ma lutte ne consistait pas seulement à être remarqué. Il s'agissait de survivre au portrait qu'ils faisaient de moi. Le discours de Jacques a atteint un crescendo. Il a parlé d'héritage, de bravoure, du nom de notre lignée, puis il a porté le coup de grâce. Ce n'était pas une attaque frontale. C'était plus insidieux, une flèche empoisonnée enveloppée de sentiments patriotiques. Et enfin, a-t-il dit, la voix chargée d'émotion, ses yeux balayant le public admiratif. Je veux remercier ma famille. Mon père, qui m'a appris ce que l'honneur signifie vraiment. Ma mère, dont le soutien a été mon roc. Je veux remercier les hommes et les femmes qui servent à mes côtés. Et toutes les familles qui comprennent le sacrifice. Ceux qui sont toujours en première ligne. Que ce soit dans le ciel ou sur terre. Ceux qui connaissent véritablement le prix de la gloire. Ceux qui savent, vraiment. Ces mots étaient une arme d'une précision diabolique. Avec cette seule phrase élégante, il m'avait chirurgicalement extraite de l'histoire militaire de notre foyer. Il avait tracé une ligne dans le sable, se plaçant lui-même, mon père et tous les aviateurs de la pièce d'un côté, et moi, avec mon travail invisible, de l'autre. Je n'étais plus seulement la sœur du service informatique. J'étais une intruse, quelqu'un d'incapable de comprendre. J'avais été publiquement, gracieusement, et totalement effacé. L'auditorium a explosé en une ovation debout tonitruante. Ma mère pleurait ouvertement, des larmes de béatitude coulant sur ses joues. Mon père s'était levé d'un bond, applaudissant avec une raideur martiale, arborant un sourire resplendissant. Ils se sont précipités vers l'allée pour embrasser Jacques alors qu'il descendait des marches, formant la parfaite carte postale d'un triomphe familial. Et moi, je suis restée assise. Je suis restée à ma place, un îlot d'immobilité dans un océan d'allégresse. Un calme étrange m'a envahi. La douleur à vif du rejet paternel, la honte brûlante de l'insulte aux 50 €. Tout cela s'est retiré. À la place, il y avait un vide immense et froid. C'était la sensation d'une fièvre qui tombe enfin, après une longue maladie délirante. La souffrance avait disparu, mais la chaleur, la combativité et l'espoir désespéré qui m'avaient maintenu à flot pendant si longtemps s'étaient également évaporés. J'en avais fini. Fini de quêter leur approbation. Fini d'espérer qu'un jour ils me verraient. Fini d'avoir mal. Mon regard a dérivé à travers la salle bondée, au-delà des visages radieux et des tables dans le dos complaisantes, pour le trouver, le général Sterling. Il était assis au premier rang, parmi les plus hautes sphères du pouvoir militaire et politique. Il n'applaudissait pas. Il m'observait, son expression indéchiffrable, mais son attention absolue. Nos yeux se sont croisés à distance. Il a soutenu mon regard pendant un long moment, puis il a fait le plus léger des hochements de tête. Ce n'était pas un geste de réconfort. C'était une question, une interrogation professionnelle d'un commandant à un autre. Est-ce le moment, général? Je n'ai pas répondu d'un signe de tête. Je n'en avais pas besoin. La décision était déjà actée, forgée dans le silence de glace qui avait suivi les dernières paroles méprisantes de mon frère. Ma réponse était interne, un changement subtil dans ma propre posture. J'ai pris une grande et lente inspiration, je l'ai retenue pendant 3 secondes, puis je l'ai relâchée. En expirant, j'ai senti mes épaules,
noués depuis aussi longtemps que je m'en souvienne, se détendre enfin, totalement. C'était un acte de reddition. Mais je ne me rendais pas à eux. Je déposais les armes face au fardeau, au poids lourd et exténuant de leurs attentes, à la responsabilité écrasante de protéger leurs égaux fragiles par mon mutisme. Le fantasme qu'un jour, ils me regarderaient pour voir une fille, une sœur, une égale. J'ai tout laissé couler. À ce moment précis, un vœu a pris racine, non pas avec des mots, mais dans le noyau silencieux et résolu de mon être. Il ne s'agissait plus de vengeance. La vengeance était une émotion brûlante et chaotique, et j'en avais fini avec les flammes. Il s'agissait de rectification. Il s'agissait de rétablir l'équilibre. Ils avaient écrit leur propre version de l'histoire, un conte héroïque et bien ordonné dont j'avais été gommé. Ce soir, l'addendum allait être versé au registre officiel. Le chapitre manquant était sur le point d'être déclassifié. Et peut-être comprenez-vous ce sentiment, ce point de rupture où l'on vous a poussé si loin que vous refusez de vous briser davantage. L'instant où le silence cesse d'être un refuge pour votre peine, pour devenir le chargement d'une munition. Avez-vous déjà atteint cette limite ? Celle où vous réalisez que libérer la parole de la vérité n'est pas une agression, mais un acte vital de préservation de soi. Mon serment, scellé dans l'instant, était que je ne ferais plus jamais barrage à la vérité. J'étais prête à laisser le récit se corriger de lui-même. L'ovation pour Jax a finalement commencé à s'apaiser, se transformant en un murmure chaleureux de félicitations. Les miens formaient un petit groupe soudé, resserré près du devant de la scène, acceptant les poignées de main et les louanges au nom du héros. Je suis resté vissé à ma chaise, observatrice implacable, sentant la froide résolution née dans le couloir se pétrifier en moi. La décision était prise. Les dés étaient jetés. Maintenant, tout ce que j'avais à faire, c'était attendre le lancement de la séquence. Cela a commencé avec subtilité. Le maître de cérémonie, un colonel d'ordinaire enjoué du bureau des affaires publiques, est retourné au pupitre. Son sourire semblait un peu forcé, ses mouvements moins fluides. Il a tapoté le microphone, le bruit résonnant un peu trop fort dans la salle suspendue à ses lèvres. « Mesdames et messieurs, puis-je avoir votre attention, s'il vous plaît ?» a-t-il lancé, la voix empreinte d'une solennité inédite. « Nous avons un ajout bref et imprévu à notre programme ce soir. » Un frisson a parcouru l'assemblée, les têtes ont pivoté, le brouhaha mondain s'est éteint. Lors d'un tel gala militaire, tout est réglé comme du papier à musique, chronométré à la seconde près. Un imprévu était pour ainsi dire inconcevable. À cet instant, a poursuivi le MC, lisant une fiche qui semblait être apparue par magie dans sa main, c'est pour moi un honneur insigne de vous présenter une annonce spéciale du commandant de l'agence de renseignement, de surveillance et de reconnaissance de l'armée de l'air. Le général Everett Hall Sterling. Le changement de pression atmosphérique dans la pièce a été immédiat et électrique. C'était comme si une tempête venait de s'abattre. Les officiers supérieurs, les colonels et les généraux éparpillés dans le public se sont redressés, leur désinvolture balayée au profit d'une rectitude digne d'une cour martiale. Ma famille, qui se prélassait encore dans l'aura de Jax, s'est figée au milieu d'un rire. Le sourire de mon père a chancelé, supplanté par un froncement de sourcils profond et inquiet. Il savait, comme n'importe quel gradé présent, qu'un commandant ISR 4 étoiles ne fait pas d'intervention surprise lors d'un dîner de gala, à moins d'une affaire d'une gravité exceptionnelle. Le général Sterling s'est avancé vers l'estrade avec une lenteur majestueuse et calculée qui confisquait l'attention. Il ne souriait pas. Son visage affichait la rigidité d'un professionnalisme absolu. Il a gravi les marches, serré la main du présentateur, et s'est planté derrière le pupitre. Il a ajusté le micro, un geste minuscule qui a semblé s'étirer sur une éternité. « Merci, colonel », a-t-il commencé, son timbre calme et profond remplissant sans effort l'immense salle plongée dans le mutisme. Ce soir, nous avons honoré à juste titre un héros, un pilote qui illustre la bravoure et l'excellence de notre armée de l'air. Il a marqué un temps d'arrêt, balayant l'auditoire du regard avant de s'attarder une fraction de seconde sur Jax. Mais il existe d'autres figures héroïques dans nos rangs. Des soldats dont les exploits ne s'étalent pas dans les journaux, mais s'écrivent en lignes de code classifiées. Dont les victoires ne se mesurent pas en territoire conquis, mais en catastrophes désamorcées. Ce sont les sentinelles qui veillent sur nous depuis les ombres. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Un tambourinement sourd et puissant contre mes côtes. C'était ça. Une étincelle de panique, réflexe d'une vie entière dédiée au secret défense, s'est allumée en moi. L'espace d'un battement de cils,
j'ai voulu bondir et hurler, arrêtez. Mais j'ai pensé à mon escouade. Aux analystes brillants et cernés par les nuits blanches, aux codeurs acharnés, aux fantômes dans la machine, qui, tout comme moi, évoluaient dans un univers de sacrifices anonymes. Ce n'était pas seulement pour ma pomme, c'était pour eux. Comme s'il attendait son entrée en scène, un jeune capitaine, sanglé dans un uniforme de cérémonie immaculée, s'est avancé. Il portait un unique dossier fin, couleur crème. Ce n'était pas un classeur ordinaire. Il était ficelé d'un ruban rouge, et sur la couverture s'étalait un tampon aux lettres noires, épaisse et impérieuse, très secret. Tandis que le subalterne le déposait sur le lutrin, j'ai pu distinguer une seconde marque, à l'encre fraîche, barrant la première d'une diagonale rouge sang, déclassifiée. Et juste en dessous, en caractère plus discret mais tout aussi définitif, sur ordre du président des États-Unis. Une rumeur étouffée, un halètement collectif, a parcouru les travées. Le général Sterling a posé sa large main sur la couverture cartonnée, sans l'ouvrir immédiatement. Il a laissé la tension grimper, en virtuose du suspense psychologique. Aujourd'hui, a-t-il repris, baissant d'un demi-ton, forçant chaque oreille à se tendre, le président a autorisé la déclassification de l'une des opérations de renseignement les plus cruciales et les plus couronnées de succès de l'histoire des conflits modernes, l'opération Black Hawk. Il a ouvert le dossier. Le silence n'était plus simplement une absence de bruit. C'était devenu une matière dense, une chape de plomb qui asphyxiait la salle. J'ai observé ma famille. Maman semblait complètement égarée, la main cramponnée à la manche de papa. Mon père était penché en avant, le front plissé par un effort de concentration extrême, tentant de relier les pièces du puzzle. Quant à Jax arborait un petit sourire en coin, une moue suffisante et arrogante. Il s'imaginait que ce n'était qu'un préambule grandiloquent, une réflexion abstraite sur l'art de la guerre, avant de revenir à sa petite célébration personnelle. Il n'en avait pas la moindre idée. Il ignorait que l'ouragan, qui couvait à l'horizon depuis des années, n'était pas sur le point d'éclater, il venait de percuter son salon de plein fouet. La voix de Sterling a résonné avec l'ampleur des grands moments historiques. Il ne prononçait pas un discours, il déposait pour la postérité. Il a disséqué l'opération Black Hawk avec une précision clinique et glaçante. Il a décrit une toile terroriste internationale sur le point de déclencher l'apocalypse. Une conjuration d'une telle complexité qu'elle avait trompé la vigilance de toutes les autres agences. Dans son dos, l'écran géant s'est illuminé. Pas de visage, non. Quelque chose de bien plus effrayant pour les initiés, des cascades de scripts malveillants, des cartographies satellitaires affichant des vecteurs d'attaque convergents, et des interceptions de communication annonçant l'imminence d'un carnage. Ce réseau, a martelé le général, la voix tranchante comme un coup près, n'a pas été anéanti par un déluge de feu. Il a été démantelé de l'intérieur, lors d'une cyberguerre silencieuse menée sur 3 continents simultanément. Un unique officier supérieur, agissant sous une pression d'une rare intensité et avec des données parcellaires, a pris une succession de décisions ultra risquées, s'affranchissant des protocoles en vigueur. J'ai eu le souffle coupé. Je revoyais le film des événements, la sonnerie du téléphone à 3 heures du matin, les dilemmes insoutenables, la seconde précise où j'avais balayé les recommandations prudentes d'un ponte de l'analyse pour me fier à mon propre instinct. L'ordre final et irrévocable de cet officier, a poursuivi l'orateur, balayant l'assemblée du regard, n'a pas seulement annihilé l'intégralité de la cellule sans aucune perte américaine. Il a aussi permis l'exfiltration d'agents qui ont empêché la destruction en vol d'un avion de transport de troupes. Cet acte a sauvé la vie de centaines de nos soldats. L'image sur l'écran géant a changé. Une seule photographie est apparue, sobre et éclatante, le design majestueux, bleu et argent, de la croix de l'armée de l'air, la deuxième distinction la plus prestigieuse de l'US Air Force. Un brouhaha stupéfait a parcouru les tables, un mélange de respect et de stupeur. Cette décoration était mythique, réservée à des actes de bravoure si spectaculaires qu'ils en devenaient légendaires. C'était la médaille des pilotes, des as de l'aviation. On ne l'accrochait pas sur la poitrine de quelqu'un qui tapotait sur un clavier. Le temps a semblé suspendre son vol. J'ai senti la tension de la pièce entière vaciller, des centaines de paires d'yeux cherchant désespérément à identifier le protagoniste de cette épopée inouïe. Le commandant de l'opération Black Hawk a proclamé le général Sterling, sa voix atteignant son zénith, la plus jeune femme de toute l'histoire de l'armée de l'air américaine à être promue au grade de général de brigade au sein du renseignement, se trouve parmi nous ce soir. Il s'est tu. Le silence absolu est tombé.
Un trou noir aspirant la moindre molécule d'air et de son du gigantesque amphithéâtre. J'ai regardé ma famille. La perplexité de ma mère avait cédé la place à une compréhension terrifiée et balbutiante. Le visage de mon père était figé dans un rictus d'incrédulité, son cerveau moulinant à vide, incapable d'assimiler les informations qu'il venait de recevoir. Et Jax? Le sourire narquois avait disparu depuis bien longtemps. Il était livide, la mâchoire décrochée, fixant le vide comme un homme qui vient d'apercevoir la mort. Le général Sterling a légèrement pivoté, ancrant son regard directement sur notre table. Sur ma personne. C'est pour moi un immense privilège, a-t-il tonné, investissant ses mots de tout le poids de ses 4 étoiles, d'inviter sur cette scène la générale de brigade Trina York. L'onde de choc de mon nom a frappé la salle comme une explosion. Pendant une fraction de seconde infinie, le néant a régné, un choc total et tétanisant. Puis, la déferlante a commencé. Pas depuis ma table, mais depuis les tout premiers rangs. Un sénateur s'est levé le premier. Puis un confrère étoilé. Puis un autre. En l'espace de 3 secondes, la salle entière s'est dressée comme un seul homme. Les applaudissements n'ont pas crépité, ils ont grondé. C'était un rugissement, un tsunami de clameurs et de déférence qui m'a percuté, si intense qu'il en devenait physique. J'ai repoussé ma chaise et me suis levé. Mes jambes m'ont paru curieusement solides. J'ai entamé la longue marche vers le podium, d'un pas rythmé et infaillible. Je n'étais plus Trina, la grande sœur un peu coincée. J'étais la générale York, et je montais au rapport. Sur l'estrade, les traits de mon supérieur étaient marqués d'une profonde considération. Le jeune aide-de-camp s'est avancé, un écrin de velours bleu à la main. Sterling l'a ouvert, en a extrait la croix, et avec une dextérité solennelle, l'a accroché sur le tissu de ma modeste robe. Le métal était lourd, froid et concret, l'exact contrepoids d'une existence passée à être traitée comme quantité négligeable. Il a reculé d'un pas, a porté la main à la visière de sa casquette imaginaire, et m'a adressé un salut militaire parfait et claquant. Je lui ai rendu son salut, mes gestes tout aussi millimétrés et automatiques. Il m'a cédé la place au micro. C'était à moi de jouer. Je me suis avancé, toisant cet océan de visages, ce kaléidoscope d'uniformes de gala et de robes du soir, tous braqués sur moi. Pour la première fois depuis ma naissance, je n'ai pas fui leur regard. Je n'ai pas cherché l'approbation de ma famille dans la masse. Je n'en avais plus besoin. Mes mots ne leur étaient pas destinés. Merci, général Sterling, ai-je débuté, ma voix projetée avec clarté, rebondissant dans le moindre recoin de la pièce. Cette distinction ne m'appartient pas en propre. J'ai laissé un blanc, savourant le silence religieux qui s'était réinstallé. Elle appartient à la division de l'ombre. Aux analystes qui sacrifient leur sommeil. Aux A du code qui traquent des fantômes dans la matrice. Aux linguistes qui extraient la vérité du chaos des murmures. Elle revient aux professionnels silencieux. Au spectre numérique qui monte la garde dans les ténèbres, pour que d'autres puissent prospérer dans la lumière. J'ai balayé l'assistance de mes yeux clairs, m'adressant à eux d'égal à égal. En leur nom à tous, je vous remercie. C'était tout. Je me suis écarté du pupitre. Un discours concis, clinique, d'une redoutable efficacité. Pas la moindre allusion à ma famille, à mes sacrifices personnels, ni à mon chemin de croix. Mon laconisme, ce trait de caractère qu'ils avaient toujours assimilé à de la soumission, venait de leur asséner l'estocade finale. Je ne m'étais pas contenté de raconter mon histoire. J'avais revendiqué ma place au sein d'une épopée qui les dépassait tellement qu'elle reléguait leurs petits préjugés pathétiques au rang de broutilles. Le tonnerre d'applaudissements qui a suivi a pulvérisé le précédent. C'était le grondement d'une admiration sans borne. Et tandis que je me tenais là, aveuglé par les projecteurs, j'ai enfin senti la gangue de glace des 39 dernières années commencer à fondre. Les hurrahs se sont mués en une clameur lointaine alors que j'emboîtais le pas à un officier d'ordonnance, le long d'un corridor moquetté et désert. La séquence publique de la soirée touchait à sa fin. L'heure de l'explication de texte à huis clos avait sonné. Mon guide m'a introduite dans un petit salon privé, un boudoir pour personnalité de marque. La décoration y était feutrée, fauteuil club capitonné et gravures de vieux coucous sur les murs. Nul besoin qu'on me l'explique, c'était une initiative du général Sterling. Il avait calculé les dommages collatéraux et préparé un terrain neutre, isolé, pour amortir l'explosion. Un tacticien hors pair, toujours avec 3 coups d'avance, même dans l'art de la guerre sociale. L'attente fut de courte durée.
La porte a basculé, et ils ont fait irruption. Mon clan. Ma mère, Éléanore, les traits ravagés par l'incompréhension et les larmes. Mon père, Richard, sa carapace de vieil officier fissurée de toutes parts, laissant affleurer un désarroi profond et vulnérable. Et Jax. Le minois de mon cadet n'était plus qu'un masque d'orgueil écorché vif. Son teint viré au cramoisi, marbré de honte et d'une rage impuissante. Le loquet a cliqué, nous enfermant tous les quatre dans une bulle de silence suffocant. C'est mon frère qui a ouvert les hostilités, sa voix tonitruant dans l'espace réduit. Pourquoi, a-t-il feulé, esquissant un pas dans ma direction. Pourquoi as-tu fait un truc pareil, Trina? Tu m'as ridiculisé devant tout le gratin. Mon unité, mes supérieurs, la terre entière. Sa fureur, d'une prévisibilité navrante, d'un narcissisme crasse, n'a même pas égratigné ma cuirasse. Ce n'était que des nuisances sonores. Avant même que j'aie pu répliquer, mon père a pris le relais. Sa voix chevrotait, trahissant une blessure inédite, et pour une fois, authentique. Trina, ma chérie. Pourquoi ne nous as-tu jamais rien dit? Général. La croix de l'armée de l'air. Pourquoi avoir caché cela à ta mère et à moi? Je les ai scrutés. Je les ai vraiment regardés, et une vague de mélancolie m'a submergé. Même aujourd'hui, après ce cataclysme, leur première préoccupation tournait autour de leur petit nombril, l'image du fils prodigue égratigné, l'ego des parents tenus à l'écart. L'instant de ma révélation n'était pour eux qu'un miroir déformant dans lequel ils pleuraient sur leur propre sort. Une lassitude infinie m'a envahi, une fatigue osseuse, sédimentée par 4 décennies de ce régime. Mais avec l'épuisement est venue la lucidité. Je ne vous ai rien dit, ai-je amorcé, la voix posée et métronomique, l'intonation d'un officier en plein débriefing, et non celle d'une petite fille. Parce que je suis tenu par le secret défense. Un concept que vous, militaire de carrière, êtes censé maîtriser mieux que quiconque. J'ai planté mes yeux dans ceux de mon père. C'est exactement pour cette raison que tu n'as jamais pipé mot des détails de tes missions de reconnaissance au-dessus du Vietnam, papa. J'ai laissé l'argument faire mouche avant de poursuivre. Et je ne vous ai rien dit parce que les rarissimes fois où j'ai tenté de partager ne serait-ce qu'une miette non classifiée de mon univers, je me suis heurté à un mur de dédain et de condescendance. J'ai braqué mon attention sur Jax, dont le visage restait sombre comme un ciel d'orage. Si tu as l'air d'un idiot, ce n'est pas de mon fait, Jax, ai-je asséné, sans la moindre once d'animosité. Un constat clinique. Tu as l'air d'un crétin par la faute de ta propre arrogance. Parce qu'en 20 ans, il ne t'est jamais venu à l'esprit de t'intéresser sincèrement à mon existence. Tu as échafaudé une certitude. Tu m'as réduite à une caricature, la grande sœur ennuyeuse et fauchée de la maintenance informatique. Et tu t'es comporté en conséquence. Il a ouvert la bouche, puis l'a refermée comme une carpe hors de l'eau. Pour la première fois de sa vie, il semblait à court de répliques. J'ai ensuite fait face à mon père. Le morceau de bravoure. La colère s'était évaporée, laissant la place à une béance douloureuse. Quant à toi, papa, ai-je repris, adoucissant à peine mon timbre. Tu m'as seriné avec l'honneur, mais tu n'accordes de valeur qu'à celui qui brille, celui qu'on astique pour l'exhiber au-dessus de la cheminée. J'ai tenté de soulager cette famille. J'ai voulu vous offrir ce que j'avais de plus pur, mon aide financière. Fruit du sang et des larmes de mon engagement. Et tu m'as craché au visage. Tu as parlé de fonds ambigus. Tu as insinué que c'était de l'argent sale. J'ai pris une grande goulée d'air, l'atmosphère de la pièce devenant poisseuse. J'ai passé l'intégralité de mon existence à courir après ton respect. Je comprends aujourd'hui que c'était une mission vouée à l'échec. Tu es incapable de respecter ce qui échappe à ton entendement. J'ai fait glisser mon regard de l'effarement de mon père, à la sidération de mon frère, pour finir sur le chagrin silencieux de ma mère. Je n'ai plus besoin de votre aval pour être fier de la femme que je suis ou de l'uniforme que je sers, ai-je décrété, et ces mots ont agi comme un désenvoûtement. Mais à dater d'aujourd'hui, j'exige votre respect le plus strict. Ce n'est pas une prière. C'est une condition non négociable pour que nous restions en contact. Le mutisme qui s'est abattu sur la pièce n'avait plus rien à voir avec le précédent. Il n'était pas stérile. Il était encombré par les gravats d'une vie de préjugés réduits en poussière. Les fondations de notre hiérarchie familiale venaient d'être dynamitées, et aucun d'entre eux ne savait sur quel pied danser au milieu des ruines. Je n'ai pas guetté leur réponse.
J'avais vidé mon sac. Le briefing prenait fin. J'ai tourné les talons, saisi la poignée, et je suis sorti, les abandonnant à la digestion laborieuse et oppressante de la réalité. Lorsque le battant s'est refermé derrière moi, je n'ai ressenti ni jubilation ni rancœur. Seulement de l'apaisement. Le silence majestueux d'un champ de bataille où le canon a cessé de tonner. L'instant où il ne reste plus qu'à compter les pertes, et à entamer la longue route vers la maison. 6 mois se sont écoulés. Le blizzard émotionnel de cette soirée de gala avait lentement fondu, chassé par les couleurs fauves et rassurantes d'un automne virginien. Les feuillages des érables, qui bordaient les artères du vieux quartier d'Alexandria, s'étaient embrasés d'or et de pourpre. Pour la première fois depuis cette fameuse nuit, je franchissais le seuil de la demeure de mes parents. Non pour un pugilat, mais pour un samedi après-midi de détente. En pénétrant dans le grand salon, mon œil a immédiatement été attiré par le manteau de la cheminée. Cette massive tablette de marbre avait, de toute éternité, fait office de panthéon pour le culte de notre dynastie. Depuis ma plus tendre enfance, 2 clichés y régnaient en maître. Le premier, un élégant noir et blanc de mon père, jeune colonel posant crânement devant la carlingue de son F-15. Le second, une photo couleur vibrante de Jax, affichant un sourire carnassier à côté du fuselage de son Raptor F-22. L'incarnation d'une certaine idée de la grandeur. Mais à présent, il y avait un troisième locataire. Mon portrait officiel. La générale de brigade Trina York, sanglée dans ma tenue de cérémonie, l'étoile d'argent étincelant sur l'épaulette. La croix de l'armée de l'air était dûment accrochée sur ma poitrine, son ruban bleu tranchant sur la sobriété sombre de l'uniforme. L'encadrement était rigoureusement identique à celui de mes confrères. Ma photographie n'était ni reléguée dans un coin sombre, ni de taille inférieure. Elle siégeait au beau milieu, sur un pied de stricte égalité. Nous formions désormais un trio, et non plus un duo. La trinité du service à la nation. Tandis que j'absorbais la scène, mon père est entré. Il m'a observé scruter la cheminée. Il n'a rien dit d'emblée. Il s'est contenté d'approcher, la démarche un peu plus lourde que dans mes souvenirs, et s'est campé à mes côtés. Il a tendu le bras, et de ses doigts noueux, déformés par des décennies passées à crisper un manche d'avion de chasse, il a frôlé la vitre de mon cadre. Un effleurement furtif, presque invisible, une validation tacite, un mea culpa, un rameau d'olivier. Il s'est raclé la gorge, évitant soigneusement de croiser mon regard. « Ta mère veut savoir si tu préfères ton steak haché saignant ou à point, a-t-il grommelé. « À point, c'est parfait, papa, ai-je répondu, la voix trahissant une douceur inattendue. Il a hoché le chef en silence et s'est dirigé vers le jardin arrière, mais la portée de son infime geste persistait. C'était 1000 fois plus éloquent que n'importe quelle tirade dont il aurait été capable. L'atmosphère, sur la pelouse, embaumait ce parfum réconfortant et banal de viande grillée et d'herbes fraîchement tondues. Ma mère papillonnait autour d'un imposant saladier de pommes de terre. Et, pour la toute première fois, ces petits soins n'avaient plus rien de réprobateur, c'était juste de la sollicitude maternelle. La corde raide, qui vibrait en permanence lors de nos réunions familiales, avait disparu. À la place, une bonne volonté un peu maladroite, mais sincère. Loin d'être l'harmonie parfaite, mais authentique. J'étais assise sur les marches de la terrasse lorsque Jacques s'est approché de moi. Il tenait 2 bouteilles de Sam Adams Boston Lager glacée, la condensation perlant sur le verre ambré. Il m'en a tendu une, sans prononcer un mot. Nous sommes restés côte à côte, silencieux pendant une poignée de secondes, à contempler les volutes de fumée s'échappant du barbecue. J'ai épluché quelques-uns des rapports déclassifiés sur l'opération Black Hawk, a-t-il fini par lâcher, d'une voix sourde, les yeux rivés sur l'étiquette de sa bouteille. Il n'osait pas affronter mon regard. C'était hallucinant, Trina. Ce que tu as accompli. Il a pris une longue rasade de bière. J'ai patienté, pressentant qu'il n'avait pas vidé son sac. Il a tourné la tête vers moi, et pour la première fois de mon existence, je n'ai pas vu le pilote de chasse arrogant, mais simplement mon petit frère. Ses pupilles étaient chargées d'une onde profonde et poignante. Je te demande pardon, a-t-il soufflé, dans un murmure à peine audible. Pour tout. Pour le billet de 50 balles, pour l'ensemble de mon œuvre. J'ai été un pauvre type. Un pauvre type minable, prétentieux et jaloux. Une poignée de mots. J'avais poireauté une vie entière pour les entendre. Et maintenant qu'ils étaient là, ils n'avaient pas le goût capiteux du triomphe.
Il diffusait une onde de sérénité, la cicatrisation paisible d'une plaie béante. J'ai esquissé un léger sourire. Je sais, lui ai-je dit. Il a expiré un grand coup, comme s'il avait retenu son souffle depuis 6 mois. Il a levé sa bouteille vers le ciel. À ta santé. J'ai levé la mienne pour trinquer, le tintement clair du verre cristallisant dans l'air piquant de l'automne. À la nôtre, ai-je corrigé avec indulgence. Il a souri, et cette fois-ci, c'était un vrai sourire. Bienvenue à la maison, mon général. Bienvenue à la maison, mon commandant, ai-je répliqué. Nous sommes restés là, dégustant nos bières, tandis que le soleil déclinait, embrasant la voûte céleste de traînées orangées et violacées. Les cicatrices n'avaient pas disparu. Je savais pertinemment qu'elles ne s'effaceraient jamais. Elles faisaient partie intégrante de la topographie de nos âmes. Mais elles ne saignaient plus. Elles étaient devenues les vestiges d'une guerre qui avait été menée, et d'une certaine façon, remportée. Nous étions une famille en plein apprentissage d'un nouvel alphabet, une langue qui ne se déclinait plus en préjugés ou en injonctions, mais selon la syntaxe patiente et indéfectible du respect mutuel. Mon véritable héritage, ai-je compris, ne résidait ni dans le métal piqué sur ma poitrine, ni dans l'encadrement au-dessus du foyer. Il était là, dans cette trêve précaire, arrachée de haute lutte, dans le sabotage d'une mécanique destructrice. Et cela me suffisait amplement. Mon histoire avait trouvé sa résolution, non pas dans une consécration retentissante, mais lors d'un échange à voix basse, à côté d'un grill de jardin. Une harmonie forgée dans le nouveau vocabulaire de la considération. Peut-être que cette histoire fait l'écho à la vôtre. Peut-être avez-vous, vous aussi, expérimenté cette sensation d'invisibilité, vu votre valeur jetée aux orties par ceux-là même qui auraient dû vous apprécier à votre juste mesure. Si votre parcours ressemble au mien, fait de combats souterrains et d'une force de caractère patiemment forgée, j'espère que vous trouverez le courage de le partager dans les commentaires ci-dessous. Votre voix a de l'importance. Et si ce type de récit trouve une résonance en vous, n'hésitez pas à vous abonner à Chosen Revenge pour découvrir d'autres histoires vraies sur la façon de trouver sa propre force.